Voilà, bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette table ronde. Table ronde organisée donc dans le cadre du tout premier festival de la médiation culturelle qui s'est tenu en présentiel à Lyon à la mi-mars et qui se poursuit donc en ligne jusqu'au mois de juin, voilà, à travers la mise en place de, de, de webinaires. Donc, je suis Bénédicte Tourette, je suis la fondatrice d'une association qui s'appelle Le Fil Art et Grand Âge. Et l'objectif de cette association, bon, c'est une association de médiation culturelle et artistique. L'objectif de de cette association, donc, c'est de créer la rencontre entre les mondes artistiques et l'écosystème du grand âge. Donc voilà, c'est à ce titre en fait que je vais conçu et animer ce webinaire, cette table ronde. Euh, voilà. Voilà, c'est à ce titre là que j'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde. Pourquoi en fait organiser cette rencontre autour du public âgé? Eh bien, depuis quelques années, les structures culturelles et artistiques, les musées, les cinémas, les théâtres ont ouvert leurs portes au secteur de la petite enfance, au public porteur de handicap. Mais moi, il me semble quand même qu'il y a encore un public qui est assez peu envisagé et dont on s'occupe assez peu. Dans les structures culturelles, dans le champ de la médiation, ce sont les publics âgés. Alors vous allez me dire, bon, les retraités sont parmi les personnes les plus consommatrices de propositions culturelles, mais quand la perte d'autonomie s'installe, c'est-à-dire que quand ces personnes ne peuvent plus se déplacer, quand elles voient moins bien, quand il y a des difficultés qui arrivent, ben, ce sont des personnes qu'on ne voit plus dans les structures culturelles. Et à ce moment-là, donc la rencontre avec l'art, la culture, avec les artistes est difficile, voire impossible. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu d'accès à la culture pour tous dans cette question-là. Mais au-delà de cet accès à la culture, des droits culturels, j'avais envie de pointer quelques enjeux en introduction en lien avec l'écosystème du grand âge. Et je voulais commencer par vous apprendre ou vous rappeler quelques chiffres. Actuellement, c'est une personne sur 10 qui a plus de 65 ans, mais en 2040, c'est un quart des Français qui aura plus de 75 ans. Donc, voilà, on est face en fait à une, une, euh, une transition démographique qu'il va falloir dépasser. Voilà, et on aura affaire dans les prochaines années à un véritable bouleversement démographique. Et toute la société, en fait, est amenée à prendre en compte ce bouleversement, cette inversion des courbes démographiques. Toutes les politiques, en fait, publiques, voilà, doivent déjà faire face à ce bouleversement. Voilà. Donc, pour débattre en fait et partager autour de cette question, j'ai invité trois professionnels de la médiation qui pensent et ou qui font vivre la médiation culturelle auprès des publics âgés. Donc, pendant une heure, nous allons entendre pour commencer Stéphane Mallet, qui est médiateur culturel au CAPC, donc Musée d'art contemporain de Bordeaux.
Et Stéphane va nous parler d'un projet, moi, qui m'a semblé particulièrement innovant, enfin, moi, qui m'a beaucoup touché et qui implique des seniors. Je passerai ensuite la parole à Carole Boetti, qui est chargée de mission éducation artistique et culturelle tout au long de la vie à Lannion-Trégor Communauté. Et j'ai choisi d'inviter Carole parce qu'elle a mené un travail de recherche dans le cadre d'un Master 2 à l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. Et ce mémoire est intitulé L'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie vers une politique opérationnelle. Et enfin, nous écouterons Annabelle Turkis. Annabelle accompagne l'innovation sociale dans le secteur culturel. Elle conçoit le programme de conférences de Museum Connection et elle est entre autres co-autrice du guide européen Awake, qui est un guide sur l'émergence de l'entrepreneuriat social chez les artistes et notamment auprès des personnes âgées. Et Annabelle nous fera découvrir une approche, moi, qui m'a paru vraiment intéressante, qui s'appelle le Creative Aging. C'est un modèle issu du modèle anglo-saxon, du monde anglo-saxon, et qui pose un autre regard sur la personne âgée, un regard plus positif. Alors, déjà, je vais peut-être vous demander aux personnes qui n'ont pas désactivé leur caméra de le faire, voilà, pour soulager la bande passante. Voilà, parce qu'on est une soixantaine de participants. Voilà. Et vous avez un chat qui est activé normalement. Est-ce que vous, j'espère que vous le voyez. On le voit, Annabelle? Ok, super. Bénédicte, justement, par rapport à ça, Oui. au niveau, je sais pas, au niveau technique, si on peut avoir de l'aide, il y a certaines personnes qui n'entendent pas apparemment. Ah bon, mince. Oh, zut. Alors là, je sais pas. Tout. Pourquoi ils n'entendent pas? Parce que le micro est activé, vous m'entendez? Ouais. Ah ouais, en effet, le chat est là. Ok. Alors tout est réglé. Ouais. Mais alors là, je ne vois pas trop quoi faire parce que tenter de mettre les écouteurs. Merci Camille. Ok. Voilà. Bon. Donc, dans le chat, vous pouvez poser les questions que vous souhaitez au fil du webinaire et on y répondra avec plaisir à la fin. On essaiera de répondre aux questions. Et par ailleurs, voilà, je vous annonce que le webinaire est enregistré et qu'il fera l'objet d'une diffusion sur la chaîne YouTube du Festival de la médiation culturelle dans 3 à 4 semaines. Voilà. OK. Donc, on va commencer par Stéphane. Je vais vous laisser la parole pour nous parler donc du projet mené au CAPC. Voilà, on vous écoute. Merci. Oui, alors je ne sais pas si tout le monde m'entend, me voit. Est-ce que ça passe? Ah, attendez. Ouais, Oui, ça y est, normalement. j'apparais. Alors, bonjour tout le monde. Donc, tout le monde m'entend bien, ça a l'air de passer? Oui. Ok, Normalement. très bien. Donc, moi, effectivement, je suis médiateur culturel au CAPC, le Musée d'art contemporain de la ville de Bordeaux. Un musée qui existe depuis pas mal de temps maintenant, qui s'est installé dans un ancien entrepôt de denrées coloniales. Dans les années 70, c'était une association qui occupait ces espaces. Et puis, la ville de Bordeaux a décidé dans les années 80 d'intégrer cette activité d'exposition à ses équipements culturels en fondant donc le musée d'art contemporain en 83, je crois, de la ville de Bordeaux, mais qui continue à s'appeler CAPC, du nom de l'association d'origine. Centre d'art plastique contemporain. On est redevenu un centre d'art depuis 3 ans. On a un statut particulier de musée et de centre d'art qui nous permet d'organiser différents événements, d'accompagner des artistes, de faire des résidences d'artistes, et puis un service aussi des publics. On appelait autrefois service éducatif, à l'origine fondé par Jean-Louis Froment et sa compagne Josie Froment, qui assez innovant aussi, mais à l'origine quand même beaucoup plus tourné vers l'enfance,
donc service éducatif avec des outils pédagogiques et assez innovants. Encore une fois, on avait un arbus qui circulait dans la ville de Bordeaux qui montrer en fait le travail des artistes contemporains sous forme d'exposition dans un bus itinérant qui s'arrêtait dans les écoles. Et puis le service des publics a pris de l'ampleur, s'est intéressé à différents publics, différents âges, différentes catégories de publics, et régulièrement on se tourne vers des publics handicapés, des publics, comme on les appelle parfois, empêchés, dont peuvent faire partie aussi les personnes âgées, qui sont stigmatisées aussi parfois sous cette étiquette, étant eux-mêmes aussi atteints de handicaps divers. D'ailleurs, je crois un des freins peut-être parfois à la visite des musées, c'est le déplacement des personnes âgées de leur lieu de résidence vers les musées. Surtout dans les grandes villes, c'est pas si simple que ça, même si on a des équipements comme le tramway, un réseau de bus, de, des associations aussi qui s'occupent d'amener des groupes vers nous, des associations. Et donc le projet dont je vais vous parler, c'est un projet qui nous a occupé l'année dernière, entre le mois d'avril et le mois de juillet 2024, et qui est le résultat d'un partenariat avec une institution, une association qui s'appelle la MATA, qui est la Maison des Arts et des Arts Thérapeutes d'Aquitaine, M2ATA. On peut aller voir sur Internet leurs activités. Ils sont installés dans un des EHPAD de la ville de Bordeaux. Ils ont des locaux et ils développent beaucoup d'activités avec les personnes âgées. Et donc, on a collaboré sur un projet qui intéressait en réalité 5 musées de la ville de Bordeaux, dont le CAPC, avec à chaque fois des médiateurs ou médiatrices et des art thérapeutes qui accompagnaient des groupes inscrits volontairement vers des activités qui se sont mises en place dans ces différents musées de la ville de Bordeaux. Ici au CAPC, le projet était adossé à une exposition de pièces de la collection du CAPC, puisqu'au CAPC, on fait ce qu'on appelle des récits de collection. On pioche dans la collection du CAPC un certain nombre d'œuvres qui constituent des thématiques particulières. Et en l'occurrence, là, l'année dernière, on avait encore une exposition qui s'appelait Amour systémique, organisée par Cédric Fauque, notre commissaire en chef, et qui était basée sur des œuvres très géométriques qui mettaient en avant des grilles, des systèmes de composition géométriques. Une exposition qui était assez délicate, alors pas forcément difficile sur tous les plans, mais qui était une exposition très lyrique, très simple. Il y avait peu de figuration et beaucoup de géométrie, donc d'art abstrait, d'œuvres très actuelles, très contemporaines. Et donc, on a constitué un groupe de seniors, enfin, ils se sont manifestés pour participer au CAPC à des ateliers d'écriture, principalement, et d'expression orale. Donc pendant 6 séances qui se sont tenues donc entre le mois d'avril et le mois de juillet, on a accueilli ici au CAPC un groupe qui était variable. En tout cas, on avait à peu près toujours 8 personnes, 6-8 personnes. Et au résultat, on a réussi à mettre en place des enregistrements audio, à récupérer des enregistrements audio qu'ont réalisé eux-mêmes ces seniors, ces personnes âgées qui venaient régulièrement au CAPC, avec qui on s'est, bien entendu, on s'est acculturé, on s'est rapproché et on a visité plusieurs fois l'exposition Amour systémique. Le projet consistait à ce que chacun des participants du groupe choisisse une œuvre de l'exposition, une œuvre voilà, de manière très arbitraire et très personnelle, hein, une œuvre à partir de laquelle ils allaient développer
un petit commentaire qui devait tenir dans une vingtaine de lignes et qu'ensuite, nous, on a enregistré de manière audio, ça, de manière spontanée et devant les œuvres, en présence des œuvres, dans les salles d'exposition. Donc, chacun a pris la parole devant le micro et avec ses mots, a commenté, on va dire, l'œuvre qui était face à elle, face à eux. Ensuite, on a récupéré cet enregistrement audio, leur voix, et on les a mises en lien via un QR code. Vous savez, un gen code, en fait, un petit code qui était placé juste à côté de l'œuvre d'art exposée dans l'exposition Amour systémique. Donc, un petit cartel sur lequel était imprimé ce QR code avec une explication du projet et une couleur qui identifiait le cartel, couleur bleue, puisque à Bordeaux, il y a une semaine bleue, mois d'octobre, qui est consacrée aux seniors, avec beaucoup d'activités. Et nous, on a choisi cette couleur bleue aussi, ouais, parce que ça permettait de repérer quelles étaient les œuvres qui avaient été visées et commentées par ce public-là. Et donc, via ces QR codes, les visiteurs, par la suite, qui venaient voir l'exposition Amour systémique, pouvaient flasher donc avec leur téléphone ces QR codes et récupérer le commentaire audio de chacun des participants, de André, Daniel, Françoise, Brigitte, je dois en oublier, Cathy, qui chacune à sa façon a parlé de l'œuvre qui l'intéressait. Voilà, donc formellement, voilà, c'était l'objectif de ce projet, alors qui passait aussi par des phases d'écriture, parce que bon, je disais tout à l'heure qu'on les a accueillis, il n'y avait pas que moi, il y avait aussi une art thérapeute qui s'appelle Sophie Agussol et qui a l'habitude d'intervenir dans différents EHPAD, dans différentes structures de la ville. Elle était là permettre, enfin, pour ouvrir des ateliers de discussion, d'écriture qui se passaient à la fois dans l'exposition elle-même, voilà, expression orale, il fallait que chacun commente, dise son avis sur l'œuvre, et à d'autres moments dans la bibliothèque du CAPC où il y avait des séances de discussion, de partage, des débats d'idées sur le sujet ou les sujets qui sont dans les œuvres d'art, enfin, qui traversent les œuvres d'art, ou qui intéressent les artistes qui les produisent. Donc voilà, c'était pendant ces 6 séances des échanges permanents, des ateliers d'expression, des ateliers d'écriture qui ne concernaient pas uniquement l'art contemporain, puisque chacun aussi pouvait parler de ses expériences, sa relation au monde. C'était aussi une approche assez sensible. Mais au final, quand même, l'objectif chez nous du CAPC, c'était de donner la parole, même si c'est d'une manière différée, à ces personnes qui, tout d'un coup, se retrouvaient, alors on ne va pas dire sous le feu des projecteurs, mais en tout cas qui avaient une place dans l'exposition, qui était signalée dans les livrets, qui sont encore accessibles sur le site du CAPC. On peut toujours accéder à ces commentaires, pour certains qui étaient assez touchants, enfin, même l'ensemble des commentaires étaient tout à fait réussis et pertinents. Et c'est une approche sensible, voilà, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, parce que là, c'est vraiment par les mots. Chacun a pris le temps de choisir les bons mots, de réécrire plusieurs fois le texte pour que tout soit compréhensible et clair pour tous les visiteurs et tous ceux qui accèdent à cette forme de médiation, finalement, médiation de personnes qui sont un peu éloignées du monde de l'art ou de la culture habituellement. Parmi eux, il y a quand même deux personnes, je crois, qui connaissaient, ou trois, qui connaissaient déjà le CAPC. Donc, ils étaient déjà un petit peu venus dans ce lieu, mais ils n'avaient jamais autant pris la parole que pendant ces ateliers-là. Voilà les grands traits de ce projet qui maintenant c'est un peu terminé puisque l'exposition Amour systémique qui faisait l'objet de ces commentaires n'est plus visible, mais à nous de développer d'autres actions par la suite avec d'autres groupes. On va
réitérer cette année encore avec toujours la MATA, d'autres projets d'expression autour de l'art, toujours évidemment au CAPC, hein. Euh, donc voilà, on continue à dialoguer et à échanger avec toutes les associations qui sont intéressées par ces actions particulières. D'accord. Voilà. Ok. Merci Stéphane pour cette présentation. On a quelques questions. On prendra peut-être le temps de répondre. Enfin, juste rapidement, il y a une question sur le nombre d'hommes et le nombre de femmes parmi les seniors. Ça, tu peux peut-être y répondre très Oui, alors il y avait rapidement. un seul homme et six femmes qui étaient D'accord. inscrites Ok. dans ce groupe. D'accord. Et sur les QR codes, où étaient hébergés les QR codes? Enfin, là, on a une question sur. C'est Je sais sur pas. le site, alors en fait c'était une page du site du CAPC Ouais. et les QR codes qui étaient dans l'exposition, qui étaient isolés, donc permettaient d'accéder à cette page du CAPC. D'accord. Est-ce que Voilà, tu as sur un le site. retour sur le nombre de personnes qui ont flashé les QR codes? Voilà, il y a eu un. Pas du tout par Non, rapport au cartel. Voilà, je, c'est une question du chat aussi. ouais, c'est une question intéressante. Ouais, il Ouais. faudrait qu'on refasse, qu'on revoie. Alors, ça continue à être visité, et là, je sais pas, en fait, régulièrement, parce que ça fait partie des pages qui sont regardées sur le Mm, site du CAPC, mm, mm. les pages qui concernent l'accessibilité, les groupes un peu spécifiques. Ouais. Et J'ai mis donc le là, lien, hein. Ouais. Mm, mm. il faudrait faire des bilans. Effectivement, Eh oui, d'accord. on n'a pas encore fait de Très bien. bilan définitif de cette action et des consultations. Ok. Pendant les temps de visite ou après coup. Mm, mm. D'accord. Super. Bon, mais merci Stéphane. On a encore des questions, mais il va falloir passer. Voilà, le temps file vite. Donc, je vais passer la parole à Carole. Donc, ils vont nous parler à la fois de son travail de recherche et de son travail sur le terrain, qui associe éducation artistique et culturelle et personnes âgées. Très bien. Merci. Ok, À tout à bon l'heure. bah Merci. merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Carole Boetti, je travaille à l'Agnon Trégor Communauté. C'est une agglo en fait en Bretagne dans les Côtes d'Armor pour laquelle je suis chargée de mission en éducation artistique et culturelle tout au long de la vie. Voilà, c'est assez important cette deuxième partie de l'intitulé de mon poste. Donc en fait, moi j'ai eu ce poste parce que j'ai repris mes études, j'ai repris un master là il y a 2 ans à l'INSEAC, c'est l'Institut national supérieur d'éducation artistique et culturelle qui a ouvert là à Guingamp, une petite ville là, en Bretagne, en Côte d'Armor, il y a 3 ans maintenant, 3-4 ans, je faisais partie de la première promo. Et donc, voilà, dans le cadre d'une reconversion qui n'était pas totalement une révolution non plus, mais voilà, je me suis formée à l'éducation artistique et culturelle. Alors, je vais peut-être rappeler un petit peu ce que c'est parce que je suis pas sûre que, enfin, je sais pas, je suis désolée, je connais pas toutes les personnes qui écoutent cette visio. Mais l'éducation artistique et culturelle, c'est une politique en fait qui est née dans les années 60-70 hein, et qui a fait son chemin jusqu'à aujourd'hui, dont les intitulés ont changé hein, au fil des mandats. Parfois ça a bien avancé, parfois ça a un peu reculé. Enfin voilà, à laquelle on a posé des moyens, des objectifs, voilà, et qui a pris pas mal d'ampleur suite au mandat voilà du président Emmanuel Macron, qui l'a positionné comme un des objectifs voilà à atteindre pour le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. En fait, c'est une politique qui est croisée entre deux ministères parce que l'éducation artistique et culturelle a consisté dès le départ à ramener l'art à l'école. Euh, on parle d'éducation à l'art et d'éducation par l'art. C'est-à-dire, c'est pas seulement un enseignement artistique qu'on délivre, c'est aussi plein d'objectifs qu'on peut réaliser, des objectifs éducatifs en termes d'émancipation, de construction de l'esprit critique, d'appréhension du monde contemporain. Voilà, plein d'objectifs éducatifs qui, grâce à l'art et à la culture, en fait, vont pouvoir, ça participe en fait à réaliser ces objectifs. Donc, c'est une politique avec des moyens, avec aujourd'hui un organigramme aussi au ministère de la Culture et à l'Éducation nationale qui est quand même assez fourni, avec des professeurs relais dans les établissements scolaires, des référents culture, des enseignants qui peuvent être formés. Enfin, c'est très, très encouragé.
Et c'est un peu au cœur des politiques culturelles aujourd'hui des villes, des agglos, des, euh, des différentes collectivités et institutions culturelles. Et en fait, cette politique, c'est aussi un type de médiation puisqu'elle repose sur trois piliers qui sont la connaissance, la pratique et la rencontre. La rencontre avec une œuvre, avec des artistes. La connaissance, souvent, c'est les enseignants qui font le lien avec des disciplines. Avec des matières en fait à l'école. Et puis la pratique, sont des ateliers de pratique artistique ou culturelle. Voilà, on se dit en fait que cette médiation, en abordant une œuvre par trois, par la pratique, la connaissance et la rencontre. Pour moi, ça fait un peu corps, tête, cœur. Vous voyez, en abordant par ces trois prismes, on a une chance de pouvoir avoir peut-être un impact bénéfique, tant qu'à faire, pour la personne. Voilà. Donc cette politique-là, voilà, on en parle beaucoup au niveau de l'éducation nationale et du ministère de la Culture. Et moi, ce qui m'a intéressé dans mon mémoire, c'était de voir si elle avait une limite d'âge. J'ai écrit deux mémoires sur ce sujet, puisque c'était voilà le sujet des personnes âgées qui m'intéressait beaucoup, puisque j'interviens depuis plusieurs années, voilà, avec un peu en tant que médiatrice, quoi, dans les EHPAD. Et donc, je voulais voilà voir si le l'EAC avait une limite d'âge. Donc j'ai entrepris voilà deux études. Dans mon deuxième mémoire, en fait, j'ai trouvé ça hyper important de commencer par m'entretenir avec des personnes âgées, voilà, des vrais, ce que j'avais pas fait dans mon premier mémoire. J'étais restée sur quelque chose d'assez théorique et dans lequel je disais oui, bien sûr qu'on peut s'éduquer tout au long de la vie. Voilà, on peut rester curieux, on peut continuer d'apprendre. Bien sûr que les objectifs d'émancipation, de construction de l'esprit critique, de l'appréhension du monde contemporain, ce sont les mêmes au dernier âge de la vie que aux premiers âges. Donc j'étais partie de quelque chose d'assez conceptuel. Je m'étais bien fait plaisir, en tout cas, voilà, comme on peut savoir le faire aussi dans le monde culturel, voilà. Et puis parce que ça nous fait, ça gonfle un peu notre ego aussi, bien sûr. Puis tout le monde a envie de se sentir utile. Mais bref, donc dans le deuxième mémoire, j'ai commencé par réaliser beaucoup d'entretiens avec des personnes âgées. Alors moi, je me suis attachée parce que personnes âgées, bon, il y a plein de termes pour définir, personnes âgées, seniors, aînés, anciens, je sais plus, troisième âge, quatrième âge, enfin, on s'y perd un peu dans tous ces termes et c'est ce qui, enfin, ça traduit un peu le malaise qu'on a vis-à-vis de cet âge-là quand même, le fait qu'on ait du mal à poser, à trouver des mots qui sont, enfin, qui sont pertinents pour nous, quoi. Bon, en tout cas, moi, je me suis attelée aux personnes qui sont en situation de dépendance, voilà, donc en perte d'autonomie. Donc, même s'il n'y a pas vraiment d'âge, j'ai quand même fait, moi, des entretiens, en tout cas, auprès de personnes majoritairement en EHPAD qui ont 80 ou 90 ans. C'était vers cette tranche d'âge-là. Et dans un premier temps, en fait, je me suis attelée à essayer de comprendre le contexte de cet âge pour voir si l'EAC, une politique qui a été créée pour des enfants et des jeunes, pour voir si elle s'adaptait, si elle était adaptée à cet âge-là. Je me suis attachée à essayer de comprendre leur contexte, voilà, leurs besoins, les freins psychologiques, les envies, voilà, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on pouvait adapter. Donc, j'ai fait beaucoup d'entretiens auprès des personnes, moins auprès de personnes qui sont à domicile. Elles sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Je ne pouvais pas aller faire du porte-à-porte, en fait. C'était plus compliqué. Donc ça, c'est un petit peu un regret parce qu'il y aurait quelque chose vraiment de spécifique à faire. Et puis, c'est un peu l'avenir du vieillissement aussi. C'est le maintien à domicile. Donc, il faut s'y atteler. Mais donc, alors, ces entretiens, ils ont révélé, bon, je vous fais assez court, mais au niveau des besoins, bon, déjà, j'ai questionné sur la notion de culture aussi. Qu'est-ce que l'art et la culture? C'est une génération qui a quand même été éduquée dans le culte du travail. C'était pas une génération de loisirs du tout. Donc, quand j'ai commencé à parler, j'allais pas dire quelles sont vos pratiques culturelles. Je l'abordais plutôt en disant qu'est-ce que vous faisiez de votre temps libre? Quand vous étiez enfant, quand vous étiez adulte, à la retraite et comment ça se passe aujourd'hui. En fait, j'ai essayé de faire un peu chronologique. Et donc, enfant et puis dans la vie active, en fait, c'était quand même une génération qui a beaucoup travaillé, pour lequel le loisir était pas, ça faisait pas partie des priorités. D'ailleurs, un enfant, il y a des personnes qui m'ont dit, si j'ouvrais un livre, il y avait un adulte qui passait derrière et qui disait, t'as pas mieux à faire, quoi.
t'as pas autre chose à faire. Hein, donc c'est quand même voilà des notions à prendre en compte. Après, à la retraite, c'est une génération qui a quand même bien profité de ce temps libre justement pour découvrir, pour visiter, pour voyager. Et puis à l'EHPAD, eh ben, il me disait, bah, finalement, tout est temps libre. Mais est-ce que c'est parce qu'on a le temps qu'on est forcément disposé et qu'on va sauter sur un projet culturel et artistique qui arrive dans son EHPAD? Là, j'ai découvert en fait que... Alors c'est marrant parce que enfin moi en tout cas personnellement, ça a déconstruit pas mal d'idées reçues que j'avais. Et puis, ça s'est confronté à une image un peu édulcorée que j'avais de la vieillesse, en fait. Mais je pense que c'est aussi parce que c'était pour me rassurer moi-même. On a tous un peu peur quand même du grand âge. Et donc, ça a biaisé un petit peu dans un premier temps mes entretiens où je n'avais pas forcément envie d'entendre ce que les personnes étaient réellement en train de me dire, quoi. Mais donc voilà, en allant chercher les besoins et le contexte, bah, un des premiers besoins en fait qui est exprimé. Alors j'essayais de voir aussi si les besoins culturels, ils faisaient partie des besoins des personnes, quoi. Et en fait, un des premiers besoins qui a été exprimé, c'était le besoin d'amour, en fait. Le besoin d'amour et d'attention. Il y a un monsieur qui m'a vraiment dit ça. Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin? J'ai besoin d'amour. J'ai besoin qu'on m'accorde de l'attention. Il m'a dit, j'ai besoin qu'on s'interroge à moi. Je trouvais ça assez joli comme expression. Mais donc voilà, qu'on se préoccupe de lui. Euh, de besoin d'avoir des relations de qualité, que ce soit avec le personnel. Et ça, c'est aussi à prendre en compte quand on mène un projet culturel. En fait, au-delà de ce qu'on va pouvoir apporter à la personne en termes de connaissances, hein, je me suis rendu compte de ça aussi. Est-ce que l'éducation d'une personne, est-ce qu'on peut parler d'éducation à 80 ans, 90 ans? Bien sûr, dans nos théories, on a envie, on se dit oui, on peut apprendre jusqu'au bout de la vie. Mais est-ce que c'est la priorité à cet âge-là? D'ailleurs, j'ai pas mal lu de livres aussi sur le vieillissement. Il y a Simone Veil qui dit c'est assez rare qu'on apprenne pour apprendre. En fait, on apprend pour se projeter dans quelque chose. On apprend peut-être pour pouvoir le partager avec quelqu'un. Ou, vous voyez, on apprend pour construire une culture, en fait, qui va nous servir après. C'est très, très rare d'apprendre pour apprendre. Et quand on a cet âge-là, 80 ans ou 90 ans, et là, je passe à une autre préoccupation aussi, qui est l'approche de la mort, hein, et qui peut être un frein psychologique à participer à un projet. C'est que quand on a un avenir qui est borné, voilà, cette notion d'apprentissage, elle va peut-être pas passer en priorité par rapport à la qualité d'une relation et aux besoins d'amour, en fait, hein, qui devient là vraiment essentiel. Bon, après, moi, c'est mes conclusions, on pourra en débattre. Vous me direz à travers vos expériences. J'ai bien sûr rencontré des personnes qui aiment découvrir, qui aiment rencontrer de nouvelles choses, mais je trouvais que c'était pas la majorité des personnes avec qui je me suis entretenue. En tout cas, le besoin culturel ne passait pas comme un besoin prioritaire. Hein, donc bon, j'étais un peu déçue, bien sûr, ça m'a presque fait perdre le sens de mon travail, mais après, voilà, j'ai rebondi, bien sûr. Euh, quand je demande, voilà, quand j'essaye de tendre des perches hein, pour voir s'il y a un besoin culturel, je pose des questions sur les activités culturelles que vous avez. Est-ce que vous avez participé à tel projet culturel? Qu'est-ce qui vous paraît important dans les activités qui vous sont proposées? Est-ce que c'est de découvrir, rencontrer? Il y a aussi des personnes qui me disent préserver ce qui nous reste. Voilà. C'est-à-dire, au-delà d'apprendre des nouvelles choses, c'est peut-être aussi maintenir nos capacités actuelles. Voilà. Et ça, c'est important parce que c'est un des objectifs aussi du secteur de l'autonomie. Parce qu'une politique, si on veut la croiser, pour que l'EAC, pour que l'éducation culturelle soit vraiment pertinente pour les personnes âgées, si on veut croiser une politique, il faut croiser avec les objectifs du secteur concerné. L'EAC, c'est une politique croisée entre la culture et l'éducation nationale. C'est qu'en fait, ces deux secteurs, ils ont trouvé des points de convergence pour travailler ensemble, pour trouver des objectifs communs et ensuite y adjoindre des moyens. Si on veut que l'EAC, ça devienne une politique croisée, bah, il faut la croiser avec les objectifs du secteur de l'autonomie, hein, et ensuite bah, faire découler des moyens, des dispositifs, voilà. Et donc, ça, préserver ce qui nous reste, je trouvais ça intéressant parce que là, on croise vraiment le secteur de l'autonomie et la lutte contre la perte d'autonomie. Donc, voilà, c'est assez marrant que ça résonne. Alors, parmi les freins psychologiques, des personnes aussi qui me disaient on ne peut pas être et avoir été. Voilà. Donc, une manière de dire bah là, voilà, moi j'ai beaucoup donné. J'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. Là, j'ai pas forcément envie de faire un effort en plus. Voilà, pour développer une nouvelle compétence ou, vous voyez, développer un nouveau sujet. Des personnes qui faisaient aussi place aux jeunes.
Voilà, place aux jeunes. Ou alors un monsieur qui me disait: «Je ne suis plus le sportif que la foule applaudit». Quand je lui ai demandé s'il avait participé au projet culturel génial là que j'étais en train de mettre en place dans son EHPAD, je rigole, hein, c'est un peu ironique. Il me disait: «Non, vous savez, je ne suis plus le sportif que la foule applaudit». C'est-à-dire non, je voilà, et puis il était d'une humeur un peu chafouine aussi et ça, les humeurs, c'est important parce qu'effectivement, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas du tout, un petit peu comme nous tous et que quand une activité, bien sûr, est facultative et ben, on va pas se pousser, voilà, pour participer au projet, même si on s'est engagé, voilà, donc ça peut être aussi un frein à participer à un projet. La notion de temps aussi est différente. Donc ça, c'est à prendre en compte en fait et l'importance de la routine aussi dans les EHPAD. C'est-à-dire que, et c'était Simone Veil aussi qui disait ça, il y a rien de plus important pour quand on est dans l'oisiveté, peut-être que, on a tous été dans des périodes d'inactivité, période de chômage ou voilà, ou des pauses dans nos vies comme ça et il y a rien de plus important que de se mettre des rythmes, hein. Donc en fait, la routine est très importante dans un EHPAD, les activités récurrentes. Donc nous, quand on arrive avec un projet puis qu'on veut tout bousculer, c'est en quelque sorte ne pas vraiment respecter ce rythme qui est vraiment nécessaire. C'est très sécurisant d'avoir, l'activité gym le mardi après-midi, le mercredi, on lit le journal. Enfin, vous voyez, c'est, plein de paramètres à prendre en compte. Bon, je vois que le temps passe assez vite, donc j'ai été un peu bavarde là sur les besoins et sur les freins psychologiques. Tout ça, en fait, ça m'a permis, moi, surtout, de prendre la mesure de ce contexte qu'est le grand âge, quand même, et d'être beaucoup plus humble dans ma manière, de mener des projets ou dans mes initiatives, hein. Parce que j'avais l'impression qu'avec le l'EAC, j'allais, révolutionner le vieillissement. Et en fait, c'est quand même une période de vie qui est très complexe, hein, et qu'il faut arriver un petit peu sur la pointe des pieds et puis surtout en soignant le rapport, voilà, la relation, quoi. Donc dans les éléments, voilà, à prendre en compte, le rapport au temps, le besoin de se raconter, très important aussi, la relation à la mémoire, le besoin de se raconter et le fait de préserver ce qui nous reste. Alors dans la deuxième partie de mon mémoire, mais je vais aller un peu vite parce que ça y est, j'ai écoulé mon temps. Dans la deuxième partie de mon mémoire, en fait, j'ai cherché à croiser vraiment les objectifs entre le secteur de la culture autour de l'EAC et le secteur de l'autonomie. Et j'ai pris comme objet, en fait, la conférence des financeurs. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un super appel à projet là, qui est départemental, qui est abondé par plein de caisses de retraite. Là, il y a la CARSAT Bretagne, je ne sais plus tous les noms là. Mais en tout cas, c'est une enveloppe qui est dédiée à la prévention de la perte d'autonomie. Et c'est un appel à projet qui est énorme. Il fait, par exemple, là, nous, chez nous, dans le département des Côtes d'Armor, c'était un budget d'1 400 000 euros. Pour vous donner un ordre de référence, là, vous savez, il y a un appel à projet culture santé qui réunit la DRAC et l'ARS. Et sur la région, c'est 660 000 euros, l'enveloppe là sur la Bretagne. Alors que pour la conférence des financeurs, c'est 1,4 million. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser quand on veut faire financer des projets. Et donc moi, j'ai cherché à voir voilà, quels pouvaient être les points de convergence autour de cet appel à projet entre le secteur de l'autonomie et de la culture. Donc voilà, bon, j'ai réuni quelques informations, le collectage, la mémoire, donc le travail de la mémoire, le maintien du lien social, les activités intergénérationnelles. Mais bon, c'est quand même pas évident de faire financer des projets culturels dans ce cadre-là, parce qu'en fait, quand on parle d'action de prévention de la lutte contre l'autonomie, on va parler de choses qui sont très directes. Donc, par exemple, des ateliers sur comment bien soigner ses dents, des ateliers mémoire, mais qui sont des vrais ateliers mémoire. On ne va pas faire des ateliers d'écriture pour aborder ça. C'est vraiment des ateliers très directs sur lesquels on va pouvoir mesurer l'impact très directement. Alors que les projets culturels, bah, ils servent ces objectifs, mais de manière détournée. Et ça, le monde de l'éducation en est convaincu aujourd'hui, hein. C'est pour ça que l'EAC, au niveau de l'éducation nationale, elle est bien portée. Elle est convaincue que d'une manière détournée, on va pouvoir travailler l'émancipation, la construction de l'esprit critique auprès des élèves, mais travailler les capacités cognitives, la valorisation de la parole, l'estime de soi, tout ça, le secteur de l'autonomie n'en est pas encore complètement convaincu et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'une politique croisée aujourd'hui, quoi. Hein. On peut se dire, le SC tout au long de la vie, c'est un moteur, c'est une belle intention,
C'est quelque chose qui nous porte quand même, mais aujourd'hui, c'est pas une politique qui est véritablement croisée. Voilà. Alors juste 2 petites minutes sur maintenant mon poste, parce que Bénédicte, tu m'avais demandé d'en parler. Donc aujourd'hui, bah, je suis retournée dans quelque chose de très opérationnel. Bon, j'organise moi beaucoup de moments d'interconnaissance parce qu'on le sait, les projets en fait, ils naissent de rencontres entre les secteurs. Donc j'organise des petits événements comme ça tout au long de l'année et puis des temps forts aussi. Et puis j'essaye moi dans les projets que je mène maintenant d'aller vers le domicile. Donc c'est pas évident, mais par exemple là on est en train de travailler un projet qui s'appelle Ododo Mammouth qui part d'une pièce de théâtre euh, écrite là par une autrice, Anouche Paré. Et autour de cette pièce de théâtre, on a mené plein d'ateliers avec des enfants, avec des collégiens. Et puis, on a mis dans la boucle aussi une association qui intervient à domicile pour faire participer les aides à domicile et des bénéficiaires. Voilà. Donc ça, bon, on est à notre premier pas. On a eu une bénéficiaire et 2 aides à domicile sur un territoire de 100 000 personnes, pas 100 000 personnes âgées, hein, mais voilà, on est quand même sur un grand territoire. Mais en fait, l'idée, c'est que les aides à domicile puissent participer en fait aux ateliers, parce que bah alors l'association qui les emploie et trouve comme avantage, c'est qu'on parle beaucoup d'attractivité des métiers. Hein, donc ça, quand même pouvoir sur son temps de travail participer à un projet sympa, différent, voilà, ça peut être attractif. Hein. Ça crée un autre lien aussi avec le bénéficiaire. Et puis, ça résout les problèmes de mobilité. Voilà. Donc, on est voilà, au tout début. Là, on essaye de travailler de plus en plus ensemble pour que les personnes qui sont à domicile ben, voilà, puissent aussi, si elles en ont envie, participer à ce type de projet. Ouais, je suis allée vite. La Merci course. Carole. C'est Ouais. voilà, merci Mm, pour votre intervention très riche et sur focus sur le domicile parce qu'en effet c'est un enjeu vraiment mm, qu'il va falloir saisir parce que la plupart des gens sont à domicile et c'est vrai que souvent quand on parle intervention culturelle, artistique et personnes âgées, on pense tout de suite, enfin le secteur de la culture pense au EHPAD, mais voilà, il y a vraiment tout le domicile à investir. On a des questions, mais on y reviendra à la fin parce que là, je voudrais vraiment qu'on écoute Annabelle autour du creative aging. Voilà, Annabelle qui a un regard à l'international sur ce qui peut se faire en termes de passerelle entre le secteur culturel et le secteur du grand âge. Voilà, donc je vais essayer de suivre et de mettre les liens des références amenées par Annabelle dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès et pouvoir creuser la question. Voilà, à toi Annabelle. Merci beaucoup, cher Bénédicte, et merci à toute l'équipe du festival pour cette invitation. Et c'est une invitation qui est d'autant plus généreuse. On peut dire qu'on peut se demander ce qu'une ancienne directrice développement et communication de lieux culturels, aujourd'hui indépendante, peut bien avoir à dire sur le sujet. Alors, sans le faire dans un cadre universitaire, j'ai commencé il y a quelques années à mener des recherches à l'international sur le lien entre bien vieillir et culture, bien vieillir et musée. J'ai mené quelques travaux et initiatives et notamment j'ai monté, enfin conçu une table ronde similaire à celle-ci en janvier 2022 à Muséum Connexion, donc le tout en vue d'un futur projet associatif ou entrepreneurial. Alors peut-être pour compléter rapidement ce que tu disais Bénédicte en introduction par rapport au bouleversement démographique et ce que vous disiez Carole par rapport aux besoins culturels des personnes interrogées en EHPAD. J'ai quand même l'intuition, ben, je l'ai lu aussi, mais j'ai plus la référence, que on est aujourd'hui quand même dans un contexte qui évolue, dans la mesure où les baby boomers, puis les personnes qui quittent aujourd'hui la vie dite active et celles qui sont concernées dans les années à venir, ont eu pour beaucoup une vie culturelle de l'ordre de la consommation ou de la pratique plus forte que celles qui font partie du grand âge aujourd'hui grâce aux politiques de démocratisation culturelle, etc. Donc je pense qu'il y a des habitudes, un vécu culturel plus fort, qui de plus en plus fort. Et il y a aussi des gens qui ont été mécènes ou adhérents à des sociétés d'amis, etc. Donc je pense qu'il y a des attentes qui vont grandir et un droit culturel, donc tu l'évoquais, Bénédicte, de poursuivre donc une forme de vie culturelle. Alors donc moi je vais pas vous faire de retour terrain, mais je vais essayer de vous parler du creative aging que j'ai observé donc en toute modestie hors cadre universitaire. Donc le creative aging, c'est une approche et un mouvement majeur en réalité à l'international
qui est en provenance des États-Unis et qui est SM dans les pays anglo-saxons, naturellement, Angleterre, Irlande, Australie, mais aussi au-delà, dans des pays nordiques, en Finlande, aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, où on trouve un certain nombre d'initiatives de diverses typologies qui se réclament explicitement du creative aging. Alors, en France, effectivement, il y a beaucoup de belles initiatives aujourd'hui, de plus en plus dans des contextes institutionnels souvent différents, mais à ma connaissance, elles ne se réclament pas du creative aging. Alors, comment le traduire? Alors, littéralement, on pourrait dire vieillissement créatif, mais vous l'évoquiez, je crois, tout à l'heure, Carole, la question des mots dans ce contexte, enfin, la question des mots joue un rôle clé pour les représentations et dans ce contexte, dans le lien à l'âge, dans le contexte de l'agisme, je pense qu'elles ont un rôle vraiment clé. Donc, voilà, j'aimerais peut-être proposer le traduire par bien vieillir créatif ou bien vieillir culturel. Alors, quel est l'objectif de ce mouvement? Donc, en écho aux études comme celle de l'OMS en 2019 qui ont démontré l'impact de la culture sur la santé en matière de prévention comme de traitement, il s'agit de contribuer au bien vieillir, au fait de vieillir plus heureux, en meilleure santé physique et mentale. Et dans cette idée, il s'agit justement de ne pas enfermer la personne âgée dans la maladie, dans ce qu'elle n'est plus en mesure de faire, dans ses limitations, mais vraiment de lui permettre de se réaliser encore, de se considérer et d'être considéré par les autres par rapport à son potentiel et en particulier par rapport à sa créativité. Donc ça fait vraiment partie des axes forts que clame le creative aging. Donc je vous disais que ça vient des États-Unis. Donc sans vouloir être longue là sur la genèse, il y a un article sur le blog du fil que j'ai écrit qui revient sur la genèse du projet, mais très rapidement, c'est un mouvement qui a été formalisé et ses impacts ont été scientifiquement prouvés par un psychiatre américain, Gene Cohen, au début des années 2000. Et il a réellement mené la première étude jamais réalisée à mesurer l'impact d'activité artistique sur la santé physique, mentale, le sentiment de bien-être chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Et c'est vraiment cette étude qui a officialisé et fortement lancé cette approche qui, à partir de là, a influencé de nombreux pays, comme je le disais. Donc, après, en quoi ça consiste? Donc, ça recouvre des formes et des typologies de programmes très très différentes. Alors, l'approche la plus connue, je dirais, et celle qui nous vient aussi à tous spontanément à l'esprit quand on pense à culture et bien vieillir, c'est ou grand âge, c'est celle qui est dirigée, qui est pensée pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et ou les résidents de maisons de retraite. Alors, on connaît en France, bien sûr, le travail remarquable de la Fondation France Alzheimer avec de nombreux musées. On connaît des projets magnifiques en maison de retraite comme le Centre d'art LBO, etc. Dans cette catégorie de projets-là, envers des personnes en situation de grande dépendance, un des projets à l'international voilà, les plus reconnus, les plus repérés, et les plus vastes, c'est le projet Meet Me, conçu par le MoMA. Après, il y a une deuxième approche du creative aging sur laquelle j'aimerais davantage insister et qui fait un peu écho à ce que vous avez fait au CAPC. C'est des ateliers de pratique artistique, des ateliers de qualité des ateliers dans différentes disciplines culturelles, hein, qui se trouvent dans les lieux culturels et qui sont proposés et conçus par les lieux culturels ou musées et encadrés par des médiateurs qui sont aussi souvent des artistes, voire par des artistes professionnels qui font de la médiation et qui ont été spécifiquement formés pour accompagner les personnes âgées dans ce type de projet. Et je dirais que ce qui se caractérise le plus, et là, c'est là où ça se rapproche aussi du CAPC, ce qui le caractérise, c'est vraiment de faire participer la personne âgée activement à un processus créatif et à une œuvre, bien souvent. Et aussi donc à une forme de nouvelle vie sociale. Et ça, c'est un aspect très important dans ce que défend le creative aging. Alors, à qui ça s'adresse? Alors là, ça peut paraître surprenant, vraiment. Ces ateliers sont proposés à des personnes à partir de 55 ans. Donc, en gros, moi, dans 10 ans. Donc, à un moment, ça peut paraître surprenant, mais c'est en fait un moment, d'après des études qui ont été faites, un moment assez charnière où la vie bascule, où les enfants quittent la maison pour les gens qui ont eu des enfants, donc avec une perte de sens, etc. Alors après, vous allez sans doute me dire, mais peut-on parler de personnes âgées? Comment on parle alors de ces personnes
de ces personnes qui font ces ateliers à partir de 55 ans. Alors justement, et c'est intéressant parce que le monde anglo-saxon a une autre approche de la terminologie. On en revient à l'importance des mots, puisqu'on ne parle pas de seniors en fait, ou de old people, traduction littérale de personnes âgées évidemment, dans le contexte du creative aging, mais de older adults, ce qui me semble plus inclusif, plus neutre, moins stigmatisant. Et donc, alors aux États-Unis, en réalité, de nombreux musées mettent en œuvre des programmes de ce type. Alors, j'ai en tête le chiffre de 75, mais je pense qu'il y en a plus, pour des adultes âgés de 55 ans et plus, et ce, grâce notamment au soutien d'une fondation qui est vraiment très motrice, qui est la fondation Michelson Philanthropy. Ces projets sont bien souvent aussi réalisés avec le partenaire principal de cette fondation qui est Lifetime Arts. Voilà ce que j'ai envie de dire pour ce paysage du creative aging. Alors, peut-être si j'ai le temps, donner un exemple très rapidement. Bénédicte, est-ce que j'ai le temps? Oui, vas-y, Non, oui, ou pas. oui, oui, Ouais, oui, très oui, rapidement. oui, avec Alors, plaisir, oui. on va vous mettre des liens, mais il y a peut-être un exemple intéressant, c'est qui est celui du LACMA, du Los Angeles County Museum of Art, qui est l'un des plus grands musées des États-Unis. Et il s'agit donc d'un projet qui s'appelle Create and Collaborate, qui a été démarré en 2017 et qui est toujours en cours. Donc, de manière concrète, il s'agit d'ateliers de pratique artistique à partir d'œuvres de la collection du LACMA, conçus pour des personnes à partir de 55 ans qui ont été, je vais dire recrutées, pardon, je m'exprime pas très bien, mais qui ont été en tout cas sélectionnées ou trouvées grâce à un partenariat avec une association locale. En tout cas, ça c'est le cas pour la première édition. Et donc, ce sont des ateliers conçus par le musée, proposés dans ces espaces, dans le cadre d'un programme sur un assez long terme. En fait, c'est 8 à 12 sessions pour un même groupe, et cela se fait donc depuis 2017 et c'est encore en cours. Et les travaux sur le site du LACMA, il est question de students, voilà, on va pas parler de personnes âgées, même les travaux qui sont réalisés par ces personnes au cours de ces ateliers sont présentés au LACMA, font l'objet d'une exposition avec un vernissage et sont ensuite présentés de manière permanente dans l'association partenaire. Et très rapidement, ce que je trouve remarquable dans ce projet, c'est au-delà du fait de proposer cette offre de qualité, de la proposer sur le long terme, c'est aussi c'est l'ambition institutionnelle vraiment qui est derrière. C'est la manière dont l'ACMA a intégré le creative aging vraiment dans sa mission institutionnelle. J'ai lu un rapport sur le sujet, et il y a un bilan qui a été fait, et donc de le faire sur la durée, au-delà d'un projet ponctuel, et grâce à du mécénat, du coup aussi. Et le musée, ce qui est intéressant aussi, c'est que le musée a vraiment développé une stratégie d'impact de l'ordre de la théorie du changement, donc a vraiment mis en œuvre une stratégie d'impact et une mesure d'impact pour étudier les impacts artistiques, sociaux, émotionnels de cette opération. Et toute l'équipe du musée a été impliquée pour définir les objectifs du projet, pour trouver ensemble un langage commun et l'intégrer vraiment dans les missions de l'établissement pour en faire vraiment un projet porté par tous, partagé par toutes et tous en interne. Donc voilà, vous trouverez les liens de ce projet. Et ce qui me semble très important par rapport à ça, c'est vraiment, on parlait des mots, c'est qu'au-delà du fait de proposer des projets aux bénéficiaires, à ces personnes, à partir de 55 ans, au-delà de l'impact donc sur la vie des personnes, leur santé mentale, etc., leur vie sociale, c'est le creative aging a vraiment l'ambition d'avoir un impact au niveau du récit sociétal, au niveau de l'image, des représentations, et se veut vraiment comme un outil au service de la lutte de l'agisme. Voilà, je vous remercie. Merci Annabelle. Et merci de pointer, ouais, voilà, l'importance en fait des représentations sociales sur la vieillesse, sur le vieillissement, sur la personne âgée et de pointer combien bah, l'action culturelle et artistique peut avoir vraiment un impact sur ces représentations-là qui sont souvent dévastatrices. Voilà. Alors, je vais peut-être, on a des questions sur le chat concernant l'intervention de Carole. Je vais les reprendre si j'arrive à remonter.
Il y avait une question sur, Carole, sur votre approche des ateliers en EHPAD avant et après votre étude. Est-ce que ça a changé quelque chose? Enfin, oui, on imagine que oui. Et en quoi, qu'est-ce que ça a pu changer sur les projets que vous avez mis en place avec les EHPAD avant et après votre mémoire? Bah, en fait, une place qui est un peu différente, en fait, dans mon poste aujourd'hui de ce que je pouvais faire même avant de faire ma formation à l'INSEAC. C'est-à-dire avant de faire la formation à l'INSEAC, j'intervenais de manière ponctuelle dans les EHPAD en tant qu'intervenante extérieure. Donc bon, là, j'étais vraiment dans un rôle de médiation. Maintenant, je suis plus en contact. Enfin, moi, je coordonne des projets maintenant. Donc la posture est totalement différente. Donc j'ai un regard un peu plus extérieur. Et comme c'est des projets avec des résidences d'artistes, hein. Donc en fait, c'est plutôt l'artiste qui va être voilà, en contact avec les personnes. Moi, je n'anime plus d'atelier, donc c'est un peu compliqué de répondre du coup. C'est plutôt dans ma vision globale d'un projet et dans ma manière. Mais c'est compliqué parce que je trouve qu'en fait, on part pas assez des besoins des personnes. C'est un peu le souci. C'est-à-dire que on va et j'ai du mal à arrêter de le faire en fait, mais je travaille maintenant pour une salle de spectacle hein, et donc c'est moi qui monte des projets. Enfin, en fait, il faut faire le lien avec la programmation. Donc, on a aussi nos propres contraintes en tant qu'acteur culturel. C'est-à-dire que moi, voilà, je vais pas choisir un artiste comme ça qui arrive de nulle part. C'est en lien avec une programmation qui est décidée par le directeur de la salle de spectacle. Et en fait, quand on arrive pour présenter un projet à un EHPAD, c'est déjà tout fait. Il est presque déjà ficelé. Nous, on a eu un temps pour y penser. Comme on est très créatif, eh ben, on y a mis plein de choses, mais avec des très belles intentions. Et je trouve qu'après, quand on vient rencontrer l'EHPAD, finalement, pour lui proposer le projet, voilà, on est dans une proposition d'un projet. On n'est pas vraiment réellement dans une co-construction. Moi, je trouve qu'on co-construit pas assez les projets. Alors, j'avais un super exemple d'un animateur près duquel j'avais fait un entretien dans un EHPAD du secteur qui fait beaucoup de projets culturels. Et lui, il part de l'envie et des besoins des résidents. Il a un conseil des sages dans l'EHPAD. Donc, c'est parce qu'il y a souvent un conseil de vie sociale. Mais dans un conseil de vie sociale, on va aborder plein de thématiques qui sont plutôt rattachées au quotidien. Et lui, il a créé un autre conseil et dans lesquels, voilà, peuvent émerger des envies, voilà. Et là, par exemple, il y avait euh, des résidents qui ont dit, bon, on a envie de faire du théâtre. Bon, c'est déjà pas mal d'avoir ce besoin-là. Et en fait, alors, l'animateur savait très bien que ça allait être compliqué de faire des ateliers théâtre avec des personnes, la plupart qui ont quand même des difficultés cognitives. Et la différence, en fait, c'est qu'ils ont amené effectivement une troupe de théâtre, mais les personnes ont fait du théâtre un peu sans le savoir, quoi, presque, en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'était d'une manière un peu détournée. Donc lui, je trouvais que il part toujours de l'envie des personnes. Et puis après, bon, il va y apporter quelque chose, parce qu'il va y apporter sa touche, et puis l'acteur culturel dans lequel il va arriver, il va travailler, va apporter aussi, lui, ses objectifs. Mais je trouve qu'on part pas assez du besoin des gens, en fait. Ouais. Mm. On a également une question pour vous, Carole. Est-ce que vous avez mis en place des projets qui associent EHPAD et scolaire avec Oui, bah justement, le projet, j'avais coordonné un projet l'année dernière. Oui, il y avait où il y avait des rencontres intergénérationnelles ou avec des collégiens et des personnes âgées dépendantes. Ouais. Bon, ça fonctionne toujours super bien. C'est les meilleurs moments en fait généralement du projet. C'est vrai. C'était voilà, au-delà c'est généralement ces moments où il y a le plus de choses qui se passent en fait. Mais voilà, autour d'un objet quand même artistique quoi. Eh oui, C'est ça qui est bien en fait. d'accord. Mm. Ok, on a une dernière réflexion. Travaillant souvent avec des résidents seniors, c'est souvent leurs attentes sur mesure et c'est plus facile de construire avec eux, avec l'aide de l'animateur, plutôt que d'adapter des projets déjà tout construits. C'est vrai que, enfin, moi c'est pareil, dans ce que j'ai vécu, on a toujours cette envie de faire du sur-mesure. Mais souvent que du côté du secteur du grand âge, on n'a pas forcément cette culture-là parce que bon, le temps est contraint, il y a plein de contraintes en fait.
Et ce qui manque souvent, oui, c'est que l'animateur ou enfin ou les professionnels qui accompagnent les personnes âgées soient en capacité, enfin, aient envie aussi de construire sur mesure, de prendre ce temps-là, mais c'est assez compliqué. Voilà. Bon, et bien écoutez, je crois que on va en rester là. En tout cas, ah, il y a une petite question pour Stéphane. J'ai vu son nom qui passait dans le. Ah, Oui. d'où venaient les seniors, Stéphane? Il venait d'un EHPAD de Bordeaux, Ah en oui, fait. d'accord. Mais certains, enfin pas tous. En fait, c'est des centres ressources. La MATA euh, regarde un petit peu dans toutes les structures avec lesquelles ils travaillent, souvent donc des EHPAD, mais pas seulement. Et ils font une proposition qui va apparaître sous forme de fiches d'inscription dans les EHPAD qui va être distribuée. Et alors, les personnes qui sont en EHPAD ou, comme on disait tout à l'heure, qui sont chez elles, mais qui ont l'habitude de fréquenter les activités de la MATA, s'inscrivaient à ces ateliers-là. Donc il y avait à la fois les deux, des résidents d'EHPAD et puis des personnes qui aussi sont à domicile. D'accord. Bien, merci. Voilà, je voulais Euh, juste dire oui, un petit mot par rapport à ce que disait Annabelle tout à l'heure, par rapport à ces actions qu'on mène dans les musées. Je crois que l'important et ce qui est apprécié par justement ces personnes âgées, c'est d'apparaître, justement que ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils font dans les musées ne soit pas, reste pas confidentiel, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui se font, mais un petit peu en secret, dans des petites salles, tranquillement, parce que voilà, il y a des problèmes d'image parfois, des problèmes d'image de soi aussi de ces personnes âgées. Et ça, c'était une des questions aussi qui revenait dans les ateliers qu'on a pu faire l'année dernière. On s'est posé la question de savoir si on allait filmer ou enregistrer les personnes seulement de manière audio. Et effectivement, il y en a beaucoup qui disaient ah non, moi je veux pas qu'on me voit. On le fait en audio, c'est très bien. Et même là, jusque la voix posait parfois problème. C'est pour ça qu'on l'a refait plein de fois pour qu'ils finissent par accepter. Mais je dirais que c'est quelque chose qui nous concerne à nous aussi. Quel que soit l'âge, on a toujours un petit peu un problème d'image. Et ça, il faut arriver justement à rassurer toutes les personnes qui participent à ces ateliers-là pour passer le cap de la visibilité. Et après coup, ben, finalement, ils peuvent être assez fiers. Je crois qu'ils étaient tous assez fiers d'exister de cette façon-là, d'apparaître. Justement, la visibilité des personnes âgées est importante dans ces projets-là. oui, oui, c'est vrai que c'est important l'image de soi chez la personne âgée souvent ben, dégradée et oui, être présent, être visible, voilà. Plus on verra des personnes âgées et plus je pense qu'il y a cette autocensure qui va, qui peut tomber en fait. Mm. Ben, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, Annabelle, Carole et Stéphane, pour vos interventions qui ont été très riches. Et puis, ben, merci à tous pour d'avoir participé à ce webinaire. Je mets en lien dans le chat le lien vers ben, l'association Le Fil Art et Grand Âge, où il y a un blog qui est un peu en sommeil en ce moment, mais vous y retrouvez des articles de fond sur les questions autour desquelles on a débattu aujourd'hui. Voilà, en tout cas, merci. Je vous souhaite un bel après-midi et n'hésitez pas à aller faire un Merci. tour, oui, sur le festival de la médiation culturelle. Il y a encore des webinaires qui sont hyper intéressants où vous pourrez trouver. Il y a encore des places, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et à vous inscrire au webinaire. Merci beaucoup et à Merci très beaucoup. bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Au Merci. revoir.